Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 21 octobre 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, mais aussi parler macro, ça va être important. On a eu beaucoup de nouvelles qui sont arrivées aujourd'hui, cette semaine, que ce soit avec Powell, que ce soit avec les ETF. Je pense qu'il est important de faire un point pour savoir exactement où on se situe, notamment dans les différentes stratégies, en tout cas hypothèses que je vous avais formulées. On va faire le point entier parce que je suis en train de me poser quand même pas mal de questions, et vous allez voir, ça va être très intéressant. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires. Tout est expliqué en commentaire et en description. On commence par l'événement marquant de cette semaine qui a été le discours de Jérôme Powell le 19 octobre. Alors, il a utilisé le terme surpris de la résilience de l'économie américaine. À quel point l'économie américaine tenait malgré l'augmentation des taux. Et ce terme surpris, justement, on a surpris plus d'un, et c'est la réaction qui a été forte du marché, et ça explique pourquoi aussi on a cassé baissier. Alors il y a d'autres choses qui rentrent en compte, le fait d'avoir une économie américaine qui tienne bon, malgré l'augmentation des taux, sous-entend aussi que la Fed pourrait être amenée à augmenter encore une fois ses taux, ou à tenir ses taux encore plus longtemps. Et là, forcément, le marché a mal réagi, parce que on a des tensions qui se font sur les taux longs, on va voir ça après, et qui rendent difficile, en fait, tout simplement, le refinancement de l'économie américaine, et forcément, on a une certaine peur qui est en train de se faire. Et c'est pour ça que ce discours a quelque chose aussi de particulier, parce que, comme je vous l'ai dit depuis un certain temps, pour moi, la target, depuis longtemps, c'était 5,5 au niveau des taux de la Fed. On est arrivé, je vous ai dit qu'il n'allait pas augmenter les taux, pour moi, malgré les allégations qu'il avait eues lors du meeting de septembre. C'est ce qu'il a confirmé là. Les taux ne vont pas augmenter, on va attendre parce qu'il n'a pas besoin aussi d'augmenter les taux. Pourquoi il n'a pas besoin? Parce qu'on a déjà une augmentation des taux très forte qui a lieu, et ça on le voit ici dans ce graphique-là, qui sont les taux non plus directeurs réellement de la Fed, mais qui sont les taux des bonds US à 2 ans, 10 ans, 5 ans et 30 ans, d'accord, qui nous donnent vraiment ces 4 courbes-là, et on voit qu'ils sont en train de monter tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'avoir une augmentation des taux de la Fed pour continuer à augmenter. Et donc ça veut dire qu'on a ici une diminution de la valorisation des liquidités présentes sur l'économie mondiale, parce que on parle de l'économie en dollars, et c'est le prix du refinancement de l'économie américaine. Et tout est parti de ce discours et de l'augmentation de ces taux. En fait, c'est la combinaison des deux qui entraîne ici quelque chose qui est compliqué au niveau de l'économie américaine. Parce que ça sous-entend qu'on n'a plus besoin d'avoir l'augmentation des taux pour avoir une augmentation de l'incertitude au niveau de l'économie américaine. Et c'est ce que l'on voit au niveau de l'augmentation de ce yielding, donc qui est le paiement, en fait, de ces taux américains. Et il faut comprendre qu'il y a une corrélation forte entre le prix du bon américain, donc des bonds, c'est-à-dire du bon au trésor américain, et le taux qui est lié. Plus on a un taux qui monte, plus le cours des bons est descend, d'accord? C'est une relation qui est inversée, et ça se voit énormément au niveau du TTL. C'est un graphique que je vous ai montré depuis très longtemps, qui est ici un ETF sur les bons trésors américains 20 ans et plus, donc qui est fait par BlackRock, qui permet d'avoir un peu en fait la visibilité générale. Et on voit bien ce décrochage depuis avril 2020, et cette accélération vraiment en 2022, très forte, qui s'est faite, première accélération, deuxième accélération, et on voit qu'on est en train d'atteindre des plus bas, et on est en train d'aller chercher les 80 $, et là, on a vraiment ce niveau qui est pour moi, quand on a une rupture des 80, c'est la rupture de ce bas-là, c'est vraiment en fait le point catastrophique, hein, dans le sens où on risque d'avoir vraiment une rupture, que ce soit au niveau des fonds de pension, que ce soit au niveau des banques, parce qu'il faut comprendre que ici, tant que ce n'est pas vendu les bons américains, la perte elle n'est pas encaissée. Mais si jamais on a un bank run, comme on a pu le connaître au niveau de certaines banques, ça sous-entend derrière qu'il va falloir vendre des actifs pour pouvoir
payer les personnes et que les personnes puissent récupérer leur banque. Alors là-dessus, je vais pas revenir sur le système bancaire dans lequel les banques ont une obligation d'avoir ce qu'on appelle un taux de réserve, donc un taux de liquidité pour pouvoir assurer les retraits et donc derrière des actifs. Mais là, si on a un véritable bank run, on risque d'avoir une vente des actifs qui vont être effectués et donc un cash-out des pertes, d'accord? Donc ça sous-entend que les personnes, sous-entendu les entités, donc les fonds et les banques, devront vendre des actifs qui sont à perte et donc encaisser des pertes qui ne sont pas encore notées dans leur bilan. Et c'est là où on risque d'avoir une cascade de liquidités et de liquidation au niveau des différentes entités, des fonds de pension, que ce soit aussi des banques américaines, et c'est là où ça va être vraiment très compliqué. On voit qu'on s'y rapproche vraiment fortement, et là il faudra voir est-ce que la Fed aura une action comme elle a déjà effectué avec SVB et les autres banques, donc les prêts qu'ils ont effectués sur les différents actifs, voir est-ce qu'ils vont remettre la même chose, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà anticipé ou pas, mais en tout cas pour moi on arrive dans la zone de crise. Et le fait d'avoir cette augmentation ici, au niveau du yielding, ça sous-entend aussi qu'on a une peur forte des obligations américaines, donc sous-entendu une peur autour de l'actif qui est le moins risqué, considéré comme le moins risqué au monde, parce qu'on a une incertitude politique qui est en train de se renforcer aussi avec ce qui se passe au Moyen-Orient et la guerre Ukraine-Russie. Donc on a une véritable tension qui est en train de se faire, et cette tension-là entraîne une tension au niveau de l'économie. C'est pour ça que la Fed n'a pas besoin d'augmenter les taux, parce que les taux augmentent tout seuls, parce qu'il y a une incertitude. Et donc ça veut dire qu'il y a une difficulté de refinancement qui sera aussi au niveau de l'économie américaine, et bien évidemment au niveau de l'économie mondiale. Alors là-dessus, je me pose aussi la question, parce que les taux, est-ce qu'ils n'auraient pas été plus hauts s'il n'y avait pas eu aussi les tensions au niveau du Moyen-Orient? C'est-à-dire que quand on a des phénomènes de tension, qu'est-ce qui se passe? Les personnes vont se diriger vers les actifs les moins risqués, donc sous-entendu l'or et les obligations américaines, et diminuer les vecteurs de risque que l'on peut retrouver sur le marché action et voir le marché ultra risqué des cryptos. Ça on le garde de côté, on va revenir dessus, vous allez comprendre pourquoi, parce que là c'est vraiment intéressant. Mais donc on a cette démarche-là où, si on n'avait pas eu ça, et on n'avait pas eu ce transfert de liquidité au niveau des actifs risqués vers les actifs non risqués, est-ce qu'on serait pas déjà un peu plus haut? Est-ce qu'on serait pas déjà dans les 5,5 ou dans les 6 ici? Et qu'est-ce qui se passerait justement si on avait une certitude au niveau du gouvernement américain, parce qu'on a une problématique qui arrive en novembre, ça a été reporté sur le fait qu'il va falloir définir le budget américain, donc ça c'est encore autre chose, et forcément ça rajoute de l'incertitude. Donc on a une tension réelle qui se fait, une tension qui est augmentée par ici le pétrole, parce qu'on est dans des conflits au niveau du Moyen-Orient, avec un risque au niveau de l'Iran, dans lequel on pourra avoir le canal d'approvisionnement global du monde entier en pétrole qui pourrait être bloqué, qui pourrait avoir des tensions autour, donc forcément une inflation réelle poussée par quoi? Par le pétrole. Et là, c'est vraiment la boxe que je vous dis, si on casse les 93, ça veut dire qu'on va les retester plus haut, on va retester les 120, et clairement plus de 90, c'est vraiment compliqué que ce soit pour l'Europe ou pour les USA, dans lequel on va se retrouver avec des difficultés d'approvisionnement, avec derrière une augmentation structurelle de l'inflation, parce que le pétrole, c'est pas que l'essence, c'est les coûts de production d'énormément d'entreprises, les coûts d'importation, les coûts d'exportation, et donc on va se retrouver sur une inflation qui va augmenter, alors qu'on a des taux hauts, et donc une impossibilité de la Fed de pouvoir ici faire diminuer les taux pour redynamiser l'économie, et donc se retrouver dans un phénomène qu'on ne veut absolument pas, forte inflation, augmentation forte des taux, et donc impossibilité d'avoir de la croissance parce qu'on a une inflation et parce qu'on a des hauts taux, et donc là on se retrouve vraiment dans quelque chose qui est très compliqué à gérer. Et c'est pour ça qu'il va falloir surveiller l'économie, dans lequel, ici on a eu une réaction qui est vraiment mauvaise cette semaine, on a clôturé le S&P 500, on voit qu'on est en train ici de clôturer en dessous de la mèche précédente, donc on est en train de vraiment valider mon objectif de 4100, et là je suis en train de me dire, est-ce que, oui ou non, on va arriver dans cette notion de soft landing? Pour moi, on est toujours dans cette démarche-là, on est dans un soft landing, on a les mauvaises nouvelles qui sont en train d'arriver, le marché qui est en train d'encaisser ces mauvaises nouvelles, qui sont le fait que l'économie est résiliente, good news is bad news, on est vraiment dans cette démarche-là, donc on est en train d'encaisser ça, et pour moi, ça va être vraiment, est-ce que les tensions géopolitiques vont être capables d'être régulées pour pouvoir permettre d'avoir un pétrole qui va rester en dessous des 93, voire stagner entre 70 et 93, pour pouvoir avoir une respiration et avoir ici une inflation qui va diminuer et faire vraiment ce pivot de la Fed courant 2024 pour avoir une respiration américaine. Et ça va être vraiment important, et ce qui va être déterminant, ça va être deux choses. Ça va être ici ces taux-là, je pense qu'à un moment donné, là on est plus dans un rattrapage qui est en train de se faire, et on va respirer, c'est-à-dire que pour moi on va arriver dans quelque chose qui va se faire comme ça, hop, et ensuite on va retourner dans quelque chose qui va être une forme de respiration. Donc là on est plus dans cette forme d'accélération classique, et on va avoir
au moment où on va avoir les croisements des lignes là, des informations qui vont dire attention, on est en récession. Et ça correspond aussi à ce qu'on est en train de voir, qui est la différence entre les bons aux 3 ans, aux 30 ans, pardon, et les bons aux 2 ans, d'accord, donc qui est la rémunération des deux. Donc normalement, on est censé avoir une courbe qui est positive quand on fait le différentiel des deux, parce que on est plus rémunéré à 30 ans, parce qu'on doit détenir en fait les bons au trésor sur 30 années avant de récupérer justement le ticket, et par rapport aux 2 ans. Et là, on est en train déjà de repasser en positif. Donc ça sous-entend qu'on est en train de se réguler sur cette courbe inversée, dont tout le monde parle depuis régulièrement, et généralement quand on repasse à zéro sur les 30 ans et surtout sur les 10 ans, on va regarder la courbe, c'est là où on commence à rentrer en récession. Et là on voit que les 30 ans sont passés, et les 10 ans, on voit que ça accélère. On voit déjà, la semaine dernière, grosse accélération, cette semaine on est en train de valider, je pense que la semaine prochaine ou semaine d'après, on va repasser en positif, et là on aura potentiellement la mise en place des communications de récession, et donc derrière, on va se retrouver sur un SP500 qui va s'enfoncer. Est-ce qu'on va tenir les 4100? Est-ce qu'on va aller chercher plus bas? Est-ce qu'on va aller chercher, pourquoi pas, un niveau de liquidité ici au 2,618 avec les 3800? Je pensais pas au début, pour plusieurs raisons, parce que techniquement au niveau du BTC, je vais vous le montrer, on avait des targets qui étaient fixes, avec une corrélation cohérente. Là on est dans une corrélation qui n'est pas cohérente, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais donc pour moi, les 4100 sont la première target, deuxième target 3800, et je pense que 3800, ça correspond à un prix qui va être pas si élevé au niveau du BTC. On va regarder tout de suite ensemble pourquoi. Alors, au niveau des targets, on va passer tout de suite au niveau du CME, BTC. On voit que on a eu une semaine qui a été relativement violente à la hausse, alors que, je vous le remets, hein, on est vraiment limite dans du inversé. On se retrouve dans un BTC qui surperforme largement le SP500, et dans lequel on a une envolée du cours, alors que on a un SP500 qui est en train de décrocher, un Nasdaq qui est en train de décrocher, alors qu'on a une économie américaine qui est en train de tenir, mais qui tient parce que en fait, les taux n'ont pas encore eu lieu, c'est-à-dire que quand on regarde réellement le taux de renouvellement des endettements, on voit que c'est pas encore le cas, donc c'est-à-dire que les personnes se sont bien endettées avec des taux à 1%, et ils vont pas changer tout de suite, d'accord? Donc forcément, on a une distillation qui est beaucoup plus lente que prévu. Je pensais qu'on était dans une distillation qui était beaucoup plus agressive, sauf que là, on a eu vraiment les derniers chiffres qui sont tombés sur ce qu'on appelle les rollovers, qui sont le roulement des dettes effectives, et on voit que c'est relativement faible, d'accord? Il y en a, mais c'est relativement faible, et je pense que c'est aussi ce qui va jouer, dans lequel on a une économie qui est résiliente grâce à ça, et qui permet justement d'absorber cette augmentation des taux. Bref, pour revenir sur le BTC, pour moi, on a vraiment une grosse target qui est la rupture des 25 000 pour aller chercher, retester les 22 000, 21 000 et les 19 000. Très clairement, quand on aura cassé les 25 000, on va avoir les personnes qui vont dire « Ouh, c'est bon, on est reparti à 10 000 ». Là, on va avoir les 10 000, 12 000 qui vont revenir en tête. Pour moi, j'ai deux reload zones. C'est 21 000 jusqu'à 19 000 et deuxième, 17 000 jusqu'à 16 000, dans lequel retest potentiel ici de ce lot-là. Et encore, pour moi, là, la probabilité elle est relativement basse, même si on a un SP500 qui décroche et qui va chercher les 3800, ou même qui va chercher potentiellement plus bas, d'accord? Donc pour moi, ici, 3800, on reteste du bas, on serait dans mes targets des 20 000, et si jamais on va chercher plus bas, et on va chercher des targets qui sont beaucoup plus basses à 3200, et là, ce serait plutôt une forme de hard landing qui serait vraiment très violent au niveau de l'économie américaine, et donc ça veut dire un durcissement de la guerre, etc., etc. Donc là, on rentre dans un setup qui est totalement différent, bah à ce moment-là, ce serait 15 000 BTC, d'accord? Parce que on a une décorrélation qui est très forte, et quand on regarde cet indice de décorrélation, donc qui est BTC divisé par SPX, donc qui est le SP500, on voit cette bougie impulsive dans laquelle on est en train de repartir à la hausse. On voit qu'on a plus qu'une forme de corrélation. Si on était dans une corrélation 1 pour 1, bon, on aurait quelque chose qui est flat. D'accord? Si on a un courbe qui monte, ça veut dire qu'on a une surperformance du BTC, qu'on a un cours qui descend, ça veut dire qu'on a une sous-performance du BTC. Bon, ben on voit qu'on a une forme de résilience du BTC déjà depuis un certain temps, et quand on regarde là cette semaine, on voit vraiment quelque chose qui est très marqué, qui était déjà marqué avant, et qui continue à être marqué là. Donc pour moi, on est vraiment dans un BTC, une crypto qui est tournée vers les éléments endogènes, et on a de plus en plus de nouvelles, comme quoi on se retrouve dans un BTC qui va avoir une validation des ETF. Est-ce que ça va être tout de suite? Je ne pense pas. Encore pour moi 2024, hein, je peux être surpris. Pour moi, ça reste mon hypothèse, voire même potentiellement mars 2024 là-dessus. Mais on a quand même des nouvelles, comme quoi BlackRock et la SEC sont en train de travailler ensemble pour pouvoir le faire. Il y a BlackRock qui repropose des nouveaux documents. On a Fidelity qui repropose des nouveaux documents. On a quand même des éléments qui commencent à nous dire, ok, bah ça va être validé, ça va être validé. La question, elle va être quand? Donc forcément, on a ici une forme de pricing qui est en train de se faire. Et il faut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas
dans une démarche de buy the rumor, sell the news, qui est en train de se faire. C'est la grosse question que je suis en train de me dire. Est-ce qu'on n'irait pas chercher, pourquoi pas, éclater vraiment le range qu'on a là, parce qu'on a un gros range qui est là depuis un certain temps, éclater cette partie-là avec justement une préparation de ces nouvelles. La nouvelle qui donne, hop, après, on a une cassure, d'accord? Voire même la nouvelle, on a la cassure avant la mise en place de la nouvelle, un petit rebond, et ensuite, on s'enfonce, on va retester le buy, on va continuer dans cette forme de range, dans lequel on a un transfert de liquidité. Pourquoi? Parce que, oui, on attend des éléments endogènes, mais ça n'empêche qu'on n'a pas la liquidité. Et il faut la liquidité, à un moment donné, les ETF, c'est bien, c'est une ouverture à la liquidité. Mais est-ce que les personnes ont un intérêt à aller chercher ces éléments-là? Est-ce qu'ils ont un intérêt à s'exposer à du risque pour avoir du rendement? Parce que les ETF, c'est ça, c'est globalement une ouverture à des acteurs institutionnels plus forts, à une liquidité plus forte, pour rentrer sur le marché. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à aller sur des actifs ultra risqués? Et là-dessus, je vais vous partager cette courbe-là, qui est vraiment impressionnante, qui est la représentation du yielding, donc du taux d'intérêt qu'on peut retrouver sur du SP500 versus les taux que l'on a au niveau des bonds US. On voit qu'on est à 0. Ça veut dire que je prends le taux que me rapporte le SP500, dans lequel je retranche le taux que je peux avoir en détenant des bons du Trésor américain, et je suis à 0. Donc ça veut dire que je n'ai pas de premium de risque, sous-entendu, si je dois le traduire autrement, je n'ai aucun intérêt à aller sur des actifs comme le SP500 ou des actifs plus risqués, parce que je suis très bien rémunéré sur les bons US, qui est l'actif le moins risqué au monde. D'accord? Donc, à quel moment je vais aller sur du SP500 maintenant, alors que derrière, j'ai une possibilité d'avoir un rendement qui est le même, sans aucun risque de décote que je pourrais avoir. À savoir que je suis pas le seul à avoir cette vision, à se dire qu'on va aller chercher plus bas. Donc on n'a pas un attrait à aller injecter de la liquidité dans des actifs risqués, le SP500, le BTC, parce que pour l'instant, on est dans des moments où on est déjà peut-être surévalué sur les deux, et dans lequel on n'a pas un intérêt à aller chercher du rendement. Parce que le rendement, on l'a déjà à travers les bons de Trésor américains. Et c'est pour ça que le yielding est en train de monter. Et je pense que c'est là où on aura une bascule qui se fera, au moment où on aura cette mise en place de chute des taux, ici, une augmentation du TTL, on recassera ce niveau-là, ici les 92, là on aura un très bon signal, on aura la communication vraiment de « Ah, c'est la récession, on est bien dans le caca », et c'est là où on va se retrouver dans une démarche où on va dire « Ok, bah là on aura une rotation des actifs qui se fera, parce qu'on aura un retour de l'intérêt à aller sur du risque, parce que justement on aura un taux qui sera intéressant, parce qu'on aura un SP500 qui sera sous-coté, dans lequel on aura un SP500 qui sera plus intéressant, un BTC qui sera potentiellement dans les alentours de 20 000, qui retrouvera un intérêt pour les achats, et dans lequel on retrouvera un intérêt des liquidités effectives. Donc pour moi, on est dans cette démarche-là, et c'est pour ça que ça renforce mon biais dessus. Juste, je suis en train de me dire que cette forme de résilience qu'on a du BTC, elle est liée à la notion de nouvelle. Je me pose juste la question, est-ce que c'est le principe de buy the rumor, sell the news, ou est-ce que on est vraiment dans une résilience long terme, et à ce moment-là, la zone des 15 000 déjà commence à devenir être compliqué de se dire, ok, est-ce que je vais recharger à 15 000? D'accord? Parce que si on a une résilience qui est vraiment actée, comme là on est en train de voir, et que c'est pas une forme d'événement pur que l'on pourra avoir avec justement la mise en place des ETF, et donc à ce moment-là, on aurait une cassure baissière qui serait beaucoup plus violente, et un retour réellement de l'intriction entre les deux, et donc, moi ma question elle est, est-ce que les 15 000 sont encore envisageables? Vraiment, est-ce que les 15 000 sont encore envisageables, même avec un SP500 qui touche les 3800, les 3500? Est-ce que un BTC à 15 000, sans éléments propres endogènes à la crypto, on reverra les 15 000? Et ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là, et que je vous fais les vidéos du samedi, parce que c'est là où on se pose les questions, réellement, par rapport à l'évolution du marché, parce que à chaque fois, notre stratégie doit s'adapter par rapport aux nouvelles informations, à la réaction que l'on peut avoir, parce que la Fed réagit uniquement aux éléments qu'il voit. Et donc on ne peut pas anticiper ce que la Fed fait, parce que la Fed ne sait pas ce qu'elle fait. Elle fait par rapport à ce qu'elle voit, et elle est surprise, comme ils l'ont dit. Et le fait de la voir dans un discours, je reviens au début de cette vidéo-là, fait d'avancer ce discours, ça montre bien à quel point on ne peut pas anticiper ce qui va se passer, on peut juste prévoir les différentes possibilités et se mettre en place. Et il va falloir prévoir aussi d'autres possibilités qui sont les éléments endogènes à la crypto, pas forcément positifs, et notamment ce qui est en train de se passer au niveau de Binance. Et ça, c'est la vidéo de demain, 8h30, n'oubliez pas, où on va revenir sur les éléments endogènes comme
Binance comme Bybit, qu'est-ce qui se passe justement si jamais on a un sexe qui est en train de s'effondrer, et comment on peut anticiper, comment on peut se protéger, quels sont les sexes qui peuvent être justement en défaut, comment on peut se prémunir de ces choses-là, et je vais vous expliquer moi ma prise de position, et même comment je me suis prémuni de tous ces éléments-là. C'est demain à 8h30, et je vous souhaite un très bon samedi.